Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, aujourd'hui, et si on lisait Le Grand Maulne, écrit par Alain Fournier. C'est notre 10e live sur cette œuvre et ce sera le dernier puisque aujourd'hui nous reprenons à partir du chapitre 14 jusqu'à la fin de la troisième partie et à la fin du roman. De mémoire, il y aura un chapitre 14, 15, 16 ainsi qu'un épilogue. De toute façon, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, vous trouverez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vous permettront de passer l'introduction, de passer les pauses éventuelles que je ferai pendant ma lecture et d'aller directement au chapitre qui vous intéresse. Ça pourra vous servir de marque-page si jamais vous voulez picorer cette lecture en plusieurs fois. Et ma foi, j'en profite qu'on arrive sur le dernier épisode de cette série sur le Grand Maulne. Je vous rappelle que, j'organise sur ma chaîne YouTube des playlists pour chaque lecture. Vous pourrez trouver dans chaque playlist l'intégralité des épisodes de l'œuvre en question. Donc, voilà, n'hésitez pas à jeter un œil, ce sera peut-être un peu plus pratique parfois pour retrouver les épisodes suivants ou précédents. Ok, nous sommes actuellement à l'heure où j'enregistre ce live sur Twitch. Nous sommes le vendredi 19 décembre 2025 et j'ai deux, trois petites choses à vous dire rapidement avant qu'on entre dans la lecture. Alors, ça va être assez rapide, je vais simplement prendre le calendrier devant les yeux. Aujourd'hui, ça sera le dernier live de lecture de l'année 2025. Ça, c'est sûr à 99%. Donc voilà, dernier live de lecture aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire un petit merci. C'est vrai que je l'ai fait sur les réseaux, je ne l'ai pas encore fait en live. Voilà, je profite pour glisser un petit merci puisqu'il y a de cela quelques jours, le 14 si ma mémoire est bonne, la chaîne YouTube a dépassé les 500 000 vues. Donc ça peut paraître dérisoire, parce que c'est vrai que certaines personnes font 500 000 vues, en quelques minutes, avec une vidéo et que ma chaîne a, je crois, plus de 10 ans, si je dis pas de bêtises. Mais bref, moi, ça me fait beaucoup chaud au cœur. Comme je le disais dans ma publication, c'est comme si, depuis le lancement de ma chaîne, il y a plus de 10 ans, il y avait 130 personnes qui regardaient ma chaîne, enfin une vidéo de ma chaîne tous les jours, quoi. Je trouve ça hallucinant et du coup, comme je le disais dans mon message, à la fois on est, on est tout petit, on est tout petit, on est tout petit, on mérite pas. Bref, enfin, on est tout petit, mais à la fois on est vraiment, quand même assez nombreux, on est une belle troupe et je trouve ça, très, très, ouais j'aime bien, parfois mettre en perspective un peu ces statistiques et me rendre compte de la folie que ça représente en réalité, en fait. Parce que les chiffres, les statistiques, on leur donne pas une réalité, on leur donne pas, comment dire? Forcément une réalité concrète. Et là, de concrétiser, de réaliser ce que ça représente, c'est quand même assez fou. Donc merci à toutes ces personnes qui ont passé, ne serait-ce que quelques minutes sur l'une de mes vidéos. Merci, à toutes ces personnes qui, m'ont découvert totalement par hasard et puis, qui, soit m'ont regardé pour une lecture, pour un jeu ou que sais-je, pour un concept de ma chaîne, soit, sont restés, des habitués et sont revenus, pendant plusieurs années. Je sais qu'il y a des personnes, ça fait des années que je croise leur pseudo. Ça fait des années aussi, parfois il y a aussi le comment dire? Le phénomène, de personnes, qu'on perd de vue et qui reviennent et ainsi de suite. Enfin bref, je trouve que c'est une belle aventure quelque part, toute cette aventure Twitch, YouTube. Donc, merci encore une énième fois à vous tous pour ce qu'on a partagé durant toutes ces années, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, c'était un petit message que je voulais faire passer. Je reprends donc mon calendrier de fin d'année. Dernière lecture aujourd'hui pour terminer le Grand Maulne d'Alain Fournier. La semaine à venir, la semaine du 22 au 28, je pense, je suis pas encore sûr à 100%, mais je pense ne pas faire de live. Pourquoi? Parce que ma chaîne Twitch arrive à son maximum de stockage. Vous savez, depuis cette année, Twitch a limité le stockage de rediffusion, grosso modo, de vidéos, de contenu en gros, vidéo sur la chaîne à 100 heures. Donc voilà, je n'ai que 100 heures disponibles sur Twitch de stockage. On arrive, je crois, à 92h30 enregistrées. Donc avec la lecture d'aujourd'hui, on va approcher des 95 heures.
il est temps de faire un petit tri, de faire un petit nettoyage. Donc voilà, le temps que je fasse ces petits réglages, on va dire, de logistique presque, je pense que la semaine à venir, en plus c'est la semaine de Noël et cetera. Je vous avoue que mon taf actuellement avec, Noël, c'est un peu la folie. Bref, je vais pas me surcharger, de live, je pense. Donc semaine prochaine, je fais de la logistique, sur la chaîne Twitch. On remet tout au propre avant de repartir pour une nouvelle année. S'il y a un live, ça sera un live surprise et prévenu à la dernière seconde. Et je voulais aussi dire autre chose. Oui, je vais peut-être aussi en profiter pour faire quelques mises à jour. Ça fait quelque temps que je laisse traîner quelques mises à jour de ci, de là, par exemple, pour mon micro, pour, le logiciel de stream et ainsi de suite. Donc voilà, ce sera peut-être l'occasion de, comme je disais, de tout remettre à plat, de tout remettre au propre avant d'entamer la nouvelle année. Hem, Après, ça risque de niquer mes réglages et ça, j'ai trop peur de ça à chaque fois. Mais bref, on verra bien. En tout cas, le but, c'est de pouvoir donc faire un énième, et ultime live lors de cette année 2025, à savoir le mercredi 31, puisque le mercredi 31 décembre, je n'irai pas, fêter la nouvelle année, ça m'intéresse assez peu en réalité. Par contre, ça me donne un prétexte cool pour faire du repérage des sorties culturelles qui m'intéressent en 2026. J'ai fait ça en live il y a 2 ans, j'ai fait ça seul dans mon coin l'année dernière, et j'avais bien envie de retenter l'aventure en live avec vous. Je trouvais ça grave intéressant. Donc voilà, je vais faire du repérage un peu des séries, des films, des livres, de la musique, des jeux vidéo et tutti quanti qui pourraient m'intéresser en 2026. Ça va faire un live un peu conséquent et un live très chill. C'est-à-dire que, c'est vrai que beaucoup de mes lives sur ma chaîne ont une sorte de format très défini avec des parties et cetera qui se suivent. Là, on sera sur vraiment un live, plus tranquille, plus à la cool, de juste discussion et recherche sur internet de trucs qui me feront kiffer en 2026 avec un petit tableau et cetera. Bref, ce sera plus, voilà, ce sera une ambiance plus détente. Si vous me suivez sur ce live ou cette rediffusion, je vous souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous et à toutes. Et je vous propose qu'on se concentre dorénavant sur la lecture du jour. En effet, nous arrivons sur le dernier live concernant l'œuvre Le Grand Maulne. La dernière fois, il s'était passé pas mal de choses dans le récit. Je vous rappelle les grandes lignes. Le narrateur s'est vu récupérer les biens de pas mal de monde, notamment de la famille de Galais. C'est de Galais le nom. J'ai peur de dire une bêtise. Je suis pas très fort pour retenir les noms, etc. C'est ça, la famille de Galais, donc Yvonne de Galais, la femme notamment du Grand Maulne, du coup. Et en fait, en récupérant toutes ces affaires, il s'est posé un peu la question aussi de est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'en savoir un peu plus sur la disparition du Grand Maulne, sur qu'est-ce qui était arrivé exactement dans la vie du Grand Maulne. Il a cherché des trilliards de fois, il n'a jamais rien trouvé. Et là, il trouve. Il trouve un cahier où le Grand Maulne a écrit quelque chose. C'était même un cahier de l'école. On se rappelle qu'ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école, donc voilà, il y a un petit truc un peu nostalgique aussi là-dedans, quelque part. Et donc il se rend compte que, tiens, ce cahier du Grand Maulne a l'air d'avoir servi de journal intime, d'agenda, on sait pas trop, on va le découvrir ensemble aujourd'hui. Et ce sont a priori les derniers chapitres qui vont nous révéler du coup ce qu'a fait le Grand Maulne durant ses moments d'absence et ainsi de suite. Où est-ce qu'il a disparu, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, etc. Puisque c'était assez mystérieux. Euh, et puis notamment, on avait du coup eu cet épisode où Yvonne de Galais était morte en donnant naissance à l'enfant du Grand Maulne. Du coup, elle était seule. Et du coup, le père de Galais aussi s'est laissé mourir à la suite de cela. Donc du coup, désolé, c'est un peu confus. C'est un peu confus, j'ai l'impression de résumer, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à remettre les événements en ordre. Mais grosso modo, c'est à peu près ça qui s'est passé, et on se retrouvait donc avec le narrateur
qui trouvait, peut-être, peut-être, une partie cachée de la vie du Grand Maulne. Je vous rappelle que le dernier chapitre se terminait par les mots suivants. Et c'est devant cette fenêtre, auprès du feu, que je lus ces lignes qui m'expliquèrent tant de choses et dont voici la copie très exacte. Et donc vous comprenez que les chapitres à venir, ça va être la retranscription très exacte des carnets retrouvés par le narrateur de son ami le Grand Maulne. Voili, voilou. J'espère avoir été pas trop alambiqué et que vous avez réussi à rattacher les wagons. On va se lancer. Comme à chaque fois depuis 5-6 lives, je pense, je vais essayer de ne pas faire de pause dans ma lecture. Je vais essayer d'aller directement au bout. Je préfère faire des lives de lecture un peu plus courts, mais plus denses, si on peut dire. Voili voilou. Je vous souhaite une bonne écoute, que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. D'ailleurs, j'en profite parce que ça me traverse l'esprit. Merci à Olrak, Feza et Nafio pour avoir follow la chaîne pendant que j'étais en off. Et je vous dis à tout à l'heure pour la fin du live. Chapitre 14. Le secret. Je suis passé une fois encore sous sa fenêtre. La vitre est toujours poussiéreuse et blanchie par le double rideau qui est derrière. Yvonne de Galais l'ouvrirait-elle, que je n'aurais rien à lui dire puisqu'elle est mariée? Que faire maintenant? Comment vivre? Samedi 13 février. J'ai rencontré sur le quai cette jeune fille qui m'avait renseigné au mois de juin, qui attendait comme moi devant la maison fermée. Je lui ai parlé. Tandis qu'elle marchait, je regardais de côté les légers défauts de son visage. Une petite ride au coin des lèvres, un peu d'affaissement aux joues, et de la poudre accumulée aux ailes du nez. Elle s'est retournée tout d'un coup et, me regardant bien en face, peut-être parce qu'elle est plus belle de face que de profil, elle m'a dit d'une voix brève : « Vous m'amusez beaucoup. Vous me rappelez un jeune homme qui me faisait la cour autrefois, à Bourges. Il était même mon fiancé. » Cependant, à la nuit pleine, sur le trottoir désert et mouillé qui reflète la lueur d'un bec de gaz, elle s'est approchée de moi tout d'un coup pour me demander de l'emmener ce soir au théâtre avec sa sœur. Je remarque pour la première fois qu'elle est habillée de deuil, avec un chapeau de dame trop vieux pour sa jeune figure, un haut parapluie fin, pareil à une canne. Et comme je suis tout près d'elle, quand je fais un geste, mes ongles griffent le crépé de son corsage. Je fais des difficultés pour accorder ce qu'elle demande. Fâchée, elle veut partir tout de suite. Et c'est moi, maintenant, qui la retiens et la prie. Alors, un ouvrier qui passe dans l'obscurité plaisante à mi-voix. « N'y va pas, ma petite, il te ferait mal. » Et nous sommes restés tous les deux, interdits. Au théâtre. Les deux jeunes filles, mon amie qui s'appelle Valentine Blondeau et sa sœur, sont arrivées avec de pauvres écharpes. Valentine est placée devant moi. À chaque instant, elle se retourne, inquiète, comme se demandant ce que je lui veux. Et moi, je me sens près d'elle presque heureux. Je lui réponds chaque fois par un sourire. Tout autour de nous, il y avait des femmes trop décolletées. Et nous plaisantions. Elle souriait d'abord, puis elle a dit : « Il ne faut pas que je rie. Moi aussi, je suis trop décolletée. » Et elle s'est enveloppée dans son écharpe. En effet, sous le carré de dentelle noire, on voyait que, dans sa hâte à changer de toilette, elle avait refoulé le haut de sa simple chemise montante. Il y a en elle je ne sais quoi de pauvre et de puéril. Il y a dans son regard je ne sais quel air souffrant et hasardeux qui m'attire. Près d'elle, le seul être au monde qui ait pu me renseigner sur les gens du domaine, je ne cesse de penser à mon étrange aventure de jadis. J'ai voulu l'interroger de nouveau sur le petit hôtel du boulevard. Mais à son tour, elle m'a posé des questions si gênantes que je n'ai su rien répondre. Je sens que désormais nous serons tous les deux muets sur ce sujet. Et pourtant je sais aussi que je la reverrai. À quoi bon? Et pourquoi? Suis-je condamné maintenant à suivre à la trace tout être qui portera en soi le plus vague, le plus lointain relent de mon aventure manquée? À minuit, seul, dans la rue déserte, je me demande ce que me veut cette nouvelle et bizarre histoire. Je marche le long des maisons pareilles à des boîtes en carton alignées dans lesquelles tout un peuple dort,
Et je me souviens tout à coup d'une décision que j'avais prise l'autre mois. J'avais résolu d'aller là-bas en pleine nuit, vers 1 heure du matin, de contourner l'hôtel, d'ouvrir la porte du jardin, d'entrer comme un voleur, et de chercher un indice quelconque qui me permît de retrouver le domaine perdu, pour la revoir, seulement la revoir. Mais je suis fatigué, j'ai faim. Moi aussi je me suis hâté de changer de costume avant le théâtre, et je n'ai pas dîné. Agité, inquiet pourtant, je reste longtemps assis sur le bord de mon lit, avant de me coucher en proie à un vague remords. Pourquoi? Je note encore ceci. Elles n'ont pas voulu ni que je les reconduise, ni me dire où elles demeuraient. Mais je les ai suivies aussi longtemps que j'ai pu. Je sais qu'elles habitent une petite rue qui tourne aux environs de Notre-Dame. Mais à quel numéro? J'ai deviné qu'elles étaient couturières ou modistes. En se cachant de sa sœur, Valentine m'a donné rendez-vous pour jeudi à 4 heures, devant le même théâtre où nous sommes allés. Si je n'étais pas là jeudi, a-t-elle dit, revenez vendredi à la même heure, puis samedi, et ainsi de suite, tous les jours. Jeudi 18 février. Je suis parti pour l'attendre dans le grand vent qui charrie de la pluie. On se disait à chaque instant, il va finir par pleuvoir. Je marche dans la demi-obscurité des rues, un poids sur le cœur. Il tombe une goutte d'eau. Je crains qu'il ne pleuve. Une averse peut l'empêcher de venir. Mais le vent se reprend à souffler, et la pluie ne tombe pas cette fois encore. Là-haut, dans le gris après-midi du ciel, tantôt gris et tantôt éclatant, un grand nuage a dû céder au vent. Et je suis ici, terré dans une attente misérable. Devant le théâtre. Au bout d'un quart d'heure, je suis certain qu'elle ne viendra pas. Du quai où je suis, je surveille au loin, sur le pont par lequel elle aurait dû venir, le défilé des gens qui passent. J'accompagne du regard toutes les jeunes femmes en deuil que je vois venir, et je me sens presque de la reconnaissance pour celles qui, le plus longtemps, le plus près de moi, lui ont ressemblé et m'ont fait espérer. 1 heure d'attente. Je suis là. À la tombée de la nuit, un gardien de la paix traîne au poste voisin un voyou qui lui jette d'une voix étouffée toutes les injures, toutes les ordures qu'il sait. L'agent est furieux, pâle, muet. Dès le couloir, il commence à cogner, puis il referme sur eux la porte pour battre le misérable tout à l'aise. Il me vient cette pensée affreuse, que j'ai renoncé au paradis, et que je suis en train de piétiner aux portes de l'enfer. De guerre lasse, je quitte l'endroit et je gagne cette rue étroite et basse, entre la Seine et Notre-Dame, où je connais à peu près la place de leur maison. Tout seul, je vais et viens. De temps à autre, une bonne ou une ménagère sort sous la petite pluie pour faire avant la nuit ses emplettes. Il n'y a rien ici pour moi, et je m'en vais. Je repasse, dans la pluie claire qui retarde la nuit, sur la place où nous devions nous attendre. Il y a plus de monde que tout à l'heure. Une foule noire. Supposition, désespoir, fatigue. Je me raccroche à cette pensée. Demain. Demain, à la même heure, en ce même endroit, je reviendrai l'attendre. Et j'ai grande hâte que demain soit arrivé. Avec ennui, j'imagine la soirée d'aujourd'hui, puis la matinée du lendemain, que je vais passer dans le désœuvrement. Mais déjà cette journée n'est-elle pas presque finie? Rentré chez moi, près du feu, j'entends crier les journaux du soir. Sans doute, de sa maison perdue quelque part dans la ville, auprès de Notre-Dame, elle les entend aussi. Elle, je veux dire Valentine. Cette soirée que j'avais voulu escamoter me pèse étrangement. Tandis que l'heure avance, que ce jour-là va bientôt finir, et que déjà je le voudrais fini. Il y a des hommes qui lui ont confié tout leur espoir, tout leur amour et leur dernière force. Il y a des hommes mourants, d'autres qui attendent une échéance et qui voudraient que ce ne soit jamais demain. Il y en a d'autres pour qui demain pointera comme un remords. D'autres qui sont fatigués, et cette nuit ne sera jamais assez longue pour leur donner tout le repos qu'il faudrait. Et moi qui ai perdu ma journée, de quel droit est-ce que j'ose appeler demain? Vendredi soir. J'avais pensé écrire à la suite, je ne l'ai pas revu, et tout aurait été fini. Mais en arrivant ce soir à 4 heures, au coin du théâtre, la voici. Fine et grave, vêtue de noir, mais avec de la poudre au visage et une collerette qui lui donne l'air d'un Pierrot coupable, un air à la fois douloureux et malicieux. C'est pour me dire qu'elle veut me quitter tout de suite, qu'elle ne viendra plus.
Et pourtant, à la tombée de la nuit, nous voici encore tous les deux, marchant lentement l'un près de l'autre sur le gravier des Tuileries. Elle me raconte son histoire, mais d'une façon si enveloppée que je comprends mal. Elle dit mon amant en parlant de ce fiancé qu'elle n'a pas épousé. Elle le fait exprès, je pense, pour me choquer et pour que je ne m'attache point à elle. Il y a des phrases d'elle que je transcris de mauvaise grâce. N'ayez aucune confiance en moi, dit-elle. Je n'ai jamais fait que des folies. J'ai couru des chemins, toute seule. J'ai désespéré mon fiancé. Je l'ai abandonné parce qu'il m'admirait trop. Il ne me voyait qu'en imagination et non point tel que j'étais. Or, je suis pleine de défauts. Nous aurions été très malheureux. À chaque instant, je la surprends en train de se faire plus mauvaise qu'elle n'est. Je pense qu'elle veut se prouver à elle-même qu'elle a eu raison jadis de faire la sottise dont elle parle, qu'elle n'a rien à regretter et n'était pas digne du bonheur qui s'offrait à elle. Une autre fois, ce qui me plaît en vous, m'a-t-elle dit en me regardant longuement, ce qui me plaît en vous, je ne puis savoir pourquoi, ce sont mes souvenirs. Une autre fois, je l'aime encore, disait-elle, plus que vous ne pensez. Et puis soudain, brusquement, brutalement, tristement, enfin, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous m'aimez, vous aussi? Vous aussi, vous allez demander ma main? J'ai balbutié. Je ne sais pas ce que j'ai répondu. Peut-être ai-je dit oui. Cette espèce de journal s'interrompait là. Commençaient alors des brouillons de lettres illisibles informes, raturées. Précaire fiançailles. La jeune fille sur la prière de Maulne avait abandonné son métier. Lui s'était occupé des préparatifs du mariage. Mais sans cesse repris par le désir de chercher encore, de partir encore sur la trace de son amour perdu, il avait dû, sans doute, plusieurs fois disparaître. Et dans ses lettres, avec un embarras tragique, il cherchait à se justifier devant Valentine. Chapitre 15. Le secret, suite. Puis, le journal reprenait. Il avait noté des souvenirs sur un séjour qu'ils avaient fait tous deux à la campagne, je ne sais où. Mais, chose étrange, à partir de cet instant, peut-être par un sentiment de pudeur secrète, le journal était rédigé de façon si hachée, si informe, griffonné si hâtivement aussi, que j'ai dû reprendre moi-même et reconstituer toute cette partie de son histoire. 14 juin. Lorsqu'il s'éveilla de grand matin dans la chambre de l'auberge, le soleil avait allumé les dessins rouges du rideau noir. Des ouvriers agricoles, dans la salle du bas, parlaient fort en prenant le café du matin. Ils s'indignaient, en phrases rudes et paisibles, contre un de leurs patrons. Depuis longtemps, sans doute, Maule n'entendait dans son sommeil ce calme bruit. Mais il n'y prit point garde d'abord. Ce rideau semé de grappes rougies par le soleil, ces voix matinales montant dans la chambre silencieuse, tout cela se confondait dans l'impression unique d'un réveil à la campagne, au début de délicieuses grandes vacances. Il se leva, frappa doucement à la porte voisine, sans obtenir de réponse, et l'entr'ouvrit sans bruit. Il aperçut alors Valentine, et comprit d'où lui venait tant de paisible bonheur. Elle dormait, absolument immobile et silencieuse, sans qu'on l'entendît respirer, comme un oiseau doit dormir. Longtemps il regarda ce visage d'enfant aux yeux fermés, ce visage si quiet qu'on eût souhaité ne l'éveiller et ne le troubler jamais. Elle ne fit pas d'autre mouvement pour montrer qu'elle ne dormait plus que d'ouvrir les yeux et de regarder. Dès qu'elle fut habillée, Maulne revint près de la jeune fille. Nous sommes en retard, dit-elle, et ce fut aussitôt comme une ménagère dans sa demeure. Elle mit de l'ordre dans les chambres, brossa les habits que Maulne avait portés la veille, et quand elle en vint au pantalon se désola. Le bas des jambes était couvert d'une boue épaisse. Elle hésita, puis, soigneusement, avec précaution, avant de le brosser, elle commença par râper la première épaisseur de terre avec un couteau. C'est ainsi, dit Maulne, que faisaient les gamins de Sainte-Agathe quand ils s'étaient flanqués dans la boue. Moi, c'est ma mère qui m'a enseigné cela, dit Valentine. Et telle était bien la compagne que devait souhaiter, avant son aventure mystérieuse, le chasseur et le paysan qu'était le grand Maulne. 15 juin. À ce dîner à la ferme, où grâce à leurs amis qui les avaient présentés comme mari et femme, ils furent conviés à leur grand ennui, elle se montra timide comme une nouvelle mariée. On avait allumé les bougies de 2 candélabres, à chaque bout de la table couverte de toile blanche, comme à une paisible noce de campagne.
Les visages, dès qu'ils se penchaient, sous cette faible clarté, baignaient dans l'ombre. Il y avait à la droite de Patrice, le fils du fermier, Valentine, puis Maulne, qui demeura taciturne jusqu'au bout, bien qu'on s'adressât presque toujours à lui. Depuis qu'il avait résolu, dans ce village perdu, afin d'éviter les commentaires, de faire passer Valentine pour sa femme, un même regret, un même remords le désolait. Et tandis que Patrice, à la façon d'un gentilhomme campagnard, dirigeait le dîner, c'est moi, pensait Maulne, qui devrais ce soir, dans une salle basse comme celle-ci, une belle salle que je connais bien, présider le repas de mes noces. Près de lui, Valentine refusait timidement tout ce qu'on lui offrait. On eût dit une jeune paysanne. À chaque tentative nouvelle, elle regardait son ami et semblait vouloir se réfugier contre lui. Depuis longtemps, Patrice insistait vainement pour qu'elle vidât son verre, lorsqu'enfin Maulne se pencha vers elle et lui fit doucement « Il faut boire, ma petite Valentine. » Alors, docilement, elle but, et Patrice félicita en souriant le jeune homme d'avoir une femme aussi obéissante. Mais tous les deux, Valentine et Maulne, restaient silencieux et pensifs. Ils étaient fatigués d'abord. Leurs pieds trempés par la boue de la promenade étaient glacés sur les carreaux lavés de la cuisine. Et puis, de temps à autre, le jeune homme était obligé de dire « Ma femme, Valentine, ma femme ». Et chaque fois, en prononçant sourdement ce mot devant ces paysans inconnus, dans cette salle obscure, il avait l'impression de commettre une faute. 17 juin. L'après-midi de ce dernier jour commença mal. Patrice et sa femme les accompagnèrent à la promenade. Peu à peu, sur la pente inégale couverte de bruyères, les deux couples se trouvèrent séparés. Maulne et Valentine s'assirent entre les genévriers dans un petit taillis. Le vent portait des gouttes de pluie et le temps était bas. La soirée avait un goût amer, semblait-il, le goût d'un tel ennui que l'amour même ne le pouvait distraire. Longtemps ils restèrent là, dans leur cachette, abrités sous les branches, parlant peu. Puis le temps se leva, il fit beau. Ils crurent que maintenant tout irait bien. Ils commencèrent à parler d'amour. Valentine parlait, parlait. Voici, disait-elle, ce que me promettait mon fiancé, comme un enfant qu'il était. Tout de suite, nous aurions eu une maison, comme une chaumière perdue dans la campagne. Elle était toute prête, disait-il. Nous y serions arrivés comme au retour d'un grand voyage, le soir de notre mariage, vers cette heure-ci qui est proche de la nuit. Et par les chemins, dans la cour cachée, dans les bosquets, des enfants inconnus nous auraient fait fête, criant « Vive la mariée !» Quelle folie, n'est-ce pas? Maulne, interdit, soucieux, l'écoutait. Il retrouvait dans tout cela comme l'écho d'une voix déjà entendue. Il y avait aussi dans le ton de la jeune fille, lorsqu'elle contait cette histoire, un vague regret. Mais elle eut peur de l'avoir blessé. Elle se retourna vers lui avec élan, avec douceur. « À vous, dit-elle, je veux donner tout ce que j'ai, quelque chose qui ait été pour moi plus précieux que tout. Et vous le brûlerez. » Alors, en le regardant fixement d'un air anxieux, elle sortit de sa poche un petit paquet de lettres qu'elle lui tendit. Les lettres de son fiancé. Ah, tout de suite, il reconnut la fine écriture. Comment n'y avait-il jamais pensé plus tôt? C'était l'écriture de Franz le bohémien, qu'il avait vu jadis sur le billet désespéré laissé dans la chambre du domaine. Il marchait maintenant sur une petite route étroite entre les pâquerettes et les foins éclairés obliquement par le soleil de 5 heures. Si grande était sa stupeur que Maulne ne comprenait pas encore quelle déroute pour lui tout cela signifiait. Il lisait parce qu'elle lui avait demandé de lire. Des phrases enfantines, sentimentales, pathétiques. Celle-ci dans la dernière lettre. « Ah, vous avez perdu le petit cœur, impardonnable petite Valentine. Que va-t-il nous arriver? Enfin, je ne suis pas superstitieux. » Maulne lisait, à demi aveuglé de regret et de colère, le visage immobile mais tout pâle, avec des frémissements sous les yeux. Valentine, inquiète de le voir ainsi, regarda où il en était, et ce qui le fâchait ainsi. « C'est, expliqua-t-elle très vite, un bijou qu'il m'avait donné en me faisant jurer de le garder toujours. C'était là de ses idées folles. » Mais elle ne fit qu'exaspérer Maulne. « Folle » dit-il en mettant les lettres dans sa poche. « Pourquoi répéter ce mot? Pourquoi n'avoir jamais voulu croire en lui? Je l'ai connu, c'était le garçon le plus merveilleux du monde. » « Vous l'avez connu »
dit-elle au comble de l'émoi. Vous avez connu Franz de Galais? C'était mon ami, le meilleur, c'était mon frère d'aventure, et voilà que je lui ai pris sa fiancée. Ah, poursuivit-il avec fureur, quel mal vous nous avez fait, vous qui n'avez voulu croire à rien. Vous êtes cause de tout, c'est vous qui avez tout perdu, tout perdu. Elle voulut lui parler, lui prendre la main, mais il la repoussa brutalement. Allez-vous-en, laissez-moi. Eh bien, s'il en est ainsi, dit-elle, le visage en feu, bégayant et pleurant à demi, je partirai en effet. Je rentrerai à Bourges, chez nous, avec ma sœur. Et si vous ne revenez pas me chercher, vous savez, n'est-ce pas, que mon père est trop pauvre pour me garder. Eh bien, je repartirai pour Paris. Je battrai les chemins comme je l'ai déjà fait une fois. Je deviendrai certainement une fille perdue, moi qui n'ai plus de métier. Et elle s'en alla chercher ses paquets pour prendre le train, tandis que Maulne, sans même la regarder partir, continuait à marcher au hasard. Le journal s'interrompait de nouveau. Suivaient encore des brouillons de lettres, lettres d'un homme indécis, égaré. Rentré à la Ferté d'Angillon, Maulnes écrivait à Valentine en apparence pour lui affirmer sa résolution de ne jamais la revoir et lui en donner des raisons précises, mais en réalité peut-être pour qu'elle lui répondît. Dans une de ses lettres, il lui demandait ce que dans son désarroi il n'avait pas même songé d'abord à lui demander. Savait-elle où se trouvait le domaine tant cherché? Dans une autre, il la suppliait de se réconcilier avec Franz de Galais. Lui-même se chargeait de le retrouver. Toutes les lettres dont je voyais les brouillons n'avaient pas dû être envoyées, mais il avait dû écrire 2 ou 3 fois sans jamais obtenir de réponse. Ça avait été pour lui une période de combats affreux et misérables, dans un isolement absolu. L'espoir de revoir jamais Yvonne de Galais s'étant complètement évanoui, il avait dû peu à peu sentir sa grande résolution faiblir. Et d'après les pages qui vont suivre, les dernières de son journal, j'imagine qu'il dut, un beau matin du début des vacances, louer une bicyclette pour aller à Bourges, visiter la cathédrale. Il était là à la première heure, par la belle route droite entre les bois, inventant en chemin 1000 prétextes à se présenter dignement, sans demander une réconciliation, devant celle qu'il avait chassée. Les 4 dernières pages, que j'ai pu reconstituer, racontaient ce voyage et cette dernière faute. Chapitre 16. Le secret. Fin. 25 août. De l'autre côté de Bourges, à l'extrémité des nouveaux faubourgs, il découvrit, après avoir longtemps cherché, la maison de Valentine Blondeau. Une femme, la mère de Valentine, sur le pas de la porte semblait l'attendre. C'était une bonne figure de ménagère, lourde, fripée, mais belle encore. Elle le regardait venir avec curiosité, et lorsqu'il lui demanda si mademoiselle Blondeau était ici, elle lui expliqua doucement, avec bienveillance, qu'elles étaient rentrées à Paris depuis le 15 août. Elles m'ont défendu de dire où elles allaient, ajouta-t-elle, mais en écrivant à leur ancienne adresse, on fera suivre leurs lettres. En revenant sur ses pas, sa bicyclette à la main, à travers le jardinet, il pensait « Elle est partie. Tout est fini comme je l'ai voulu. C'est moi qui l'ai forcée à cela. Je deviendrai certainement une fille perdue, disait-elle, et c'est moi qui l'ai jetée là. C'est moi qui ai perdu la fiancée de Franz. » Et tout bas, il se répétait avec folie « tant mieux !» avec la certitude que c'était bien tant pis, au contraire, et que, sous les yeux de cette femme, avant d'arriver à la grille, il allait buter des 2 pieds et tomber sur les genoux. Il ne pensa pas à déjeuner, et s'arrêta dans un café où il écrivit longuement à Valentine, rien que pour crier, pour se délivrer du cri désespéré qui l'étouffait. Sa lettre répétait indéfiniment « Vous avez pu, vous avez pu, vous avez pu vous résigner à cela, vous avez pu vous perdre ainsi. » Près de lui, des officiers buvaient. L'un d'eux racontait bruyamment une histoire de femme qu'on entendait par bribes. Je lui ai dit « Vous devez bien me connaître. Je fais la partie avec votre mari tous les soirs. » Les autres riaient et, détournant la tête, crachaient derrière les banquettes. Hâve et poussiéreux, Maulne les regardait comme un mendiant. Il les imagina tenant Valentine sur leurs genoux. Longtemps, à bicyclette, il erra autour de la cathédrale, se disant obscurément « En somme, c'est pour la cathédrale que j'étais venu. » Au bout de toutes les rues, sur la place déserte,
On la voyait monter énorme et indifférente. Ses rues étaient étroites et souillées comme les ruelles qui entourent les églises de village. Il y avait çà et là l'enseigne d'une maison louche, une lanterne rouge. Maulne sentait sa douleur perdue dans ce quartier malpropre, vicieux, réfugié, comme aux anciens âges, sous les arcs-boutants de la cathédrale. Il lui venait une crainte de paysan, une répulsion pour cette église de la ville où tous les vices sont sculptés dans des cachettes, qui est bâtie entre les mauvais lieux et qui n'a pas de remède pour les plus pures douleurs d'amour. Deux filles vinrent à passer, se tenant par la taille et le regardant effrontément. Par dégoût ou par jeu, pour se venger de son amour ou pour l'abîmer, Maulne les suivit lentement à bicyclette, et l'une d'elles, une misérable fille dont les rares cheveux blonds étaient tirés en arrière par un faux chignon, lui donna rendez-vous pour 6 heures au jardin de l'archevêché, le jardin où Franz, dans une de ses lettres, donnait rendez-vous à la pauvre Valentine. Il ne dit pas non, sachant qu'à cette heure il aurait depuis longtemps quitté la ville. Et de sa fenêtre basse, dans la rue en pente, elle resta longtemps à lui faire des signes vagues. Il avait hâte de reprendre son chemin. Avant de partir, il ne put résister au morne désir de passer une dernière fois devant la maison de Valentine. Il regarda de tous ses yeux et put faire provision de tristesse. C'était une des dernières maisons du faubourg, et la rue devenait une route à partir de cet endroit. En face, une sorte de terrain vague formé comme une petite place. Il n'y avait personne aux fenêtres, ni dans la cour, nulle part. Seul le long d'un mur, traînant deux gamins en guenilles, une sale fille poudrée passa. C'est là que l'enfance de Valentine s'était écoulée, là qu'elle avait commencé à regarder le monde de ses yeux confiants et sages. Elle avait travaillé, cousu, derrière ses fenêtres. Et Franz était passé pour la voir, lui sourire, dans cette rue de faubourg. Mais maintenant il n'y avait plus rien. Rien. La triste soirée durait et Maulne savait seulement que quelque part, perdu, durant ce même après-midi, Valentine regardait passer dans son souvenir cette place morne où jamais elle ne viendrait plus. Le long voyage qui lui restait à faire pour rentrer devait être son dernier recours contre sa peine, sa dernière distraction forcée avant de s'y enfoncer tout entier. Il partit. Aux environs de la route, dans la vallée, de délicieuses maisons fermières entre les arbres, au bord de l'eau, montraient leurs pignons pointus garnis de treillis verts. Sans doute, là-bas, sur les pelouses, des jeunes filles attentives parlaient de l'amour. On imaginait là-bas des âmes, de belles âmes. Mais pour Maulne, à ce moment, il n'existait plus qu'un seul amour, cet amour mal satisfait, qu'on venait de souffleter si cruellement, et la jeune fille, entre toutes qu'il eût dû protéger, sauvegarder, était justement celle-là qu'il venait d'envoyer à sa perte. Quelques lignes hâtives du journal m'apprenaient encore qu'il avait formé le projet de retrouver Valentine coûte que coûte avant qu'il fût trop tard. Une date, dans un coin de page, me faisait croire que c'était là ce long voyage pour lequel Madame Maulne faisait des préparatifs lorsque j'étais venu à la Ferté-d'Angillon pour tout déranger. Dans la mairie abandonnée, Maulne notait ses souvenirs et ses projets par un beau matin de la fin du mois d'août, lorsque j'avais poussé la porte et lui avais apporté la grande nouvelle qu'il n'attendait plus. Il avait été repris, immobilisé par son ancienne aventure, sans oser rien faire ni rien avouer. Alors avait commencé le remords, le regret et la peine, tantôt étouffé, tantôt triomphant, jusqu'au jour des noces où le cri du bohémien dans les sapins lui avait théâtralement rappelé son premier serment de jeune homme. Sur ce même cahier de devoirs mensuels, il avait encore griffonné quelques mots en hâte, à l'aube, avant de quitter avec sa permission, mais pour toujours, Yvonne de Galais, son épouse depuis la veille. Je pars. Il faudra bien que je retrouve la piste des deux bohémiens qui sont venus hier dans la sapinière et qui sont partis vers l'est à bicyclette. Je ne reviendrai près d'Yvonne que si je puis ramener avec moi et installer dans la maison de Franz et Valentine mariés. Ce manuscrit que j'avais commencé comme un journal secret et qui est devenu ma confession sera, si je ne reviens pas, la propriété de mon ami François Sorel. Il avait dû glisser le cahier en hâte sous les autres et refermer à clé son ancienne petite malle d'étudiant et disparaître. Épilogue. Le temps passa. Je perdais l'espoir de revoir jamais mon compagnon,
et de mornes jours s'écoulaient dans l'école paysanne, de tristes jours dans la maison déserte. Franz ne vint pas au rendez-vous que je lui avais fixé. Et d'ailleurs, ma tante Moinelle ne savait plus depuis longtemps où habitait Valentine. La seule joie des Sablonnières, ce fut bientôt la petite fille qu'on avait pu sauver. À la fin de septembre, elle s'annonçait même comme une solide et jolie petite fille. Elle allait avoir 1 an. Cramponnée aux barreaux des chaises, elle les poussait toute seule, s'essayant à marcher sans prendre garde aux chutes, et faisait un tintamarre qui réveillait longuement les échos sourds de la demeure abandonnée. Lorsque je la tenais dans mes bras, elle ne souffrait jamais que je lui donne un baiser. Elle avait une façon sauvage et charmante en même temps de frétiller et de me repousser la figure avec sa petite main ouverte en riant aux éclats. De toute sa gaieté, de toute sa violence enfantine, on eût dit qu'elle allait chasser le chagrin qui pesait sur la maison depuis sa naissance. Je me disais parfois, sans doute, malgré cette sauvagerie, sera-t-elle un peu mon enfant? Mais une fois encore, la Providence en décida autrement. Un dimanche matin de la fin de septembre, je m'étais levé de fort bonne heure, avant même la paysanne qui avait la garde de la petite fille. Je devais aller pêcher au Cher avec 2 hommes de Saint-Benoît et Jasmin de Louche. Souvent ainsi, les villageois d'alentour s'entendaient avec moi pour de grandes parties de braconnage. Pêches à la main, la nuit, pêches aux éperviers prohibés. Tout le temps de l'été, nous partions les jours de congé dès l'aube, et nous ne rentrions qu'à midi. C'était le gagne-pain de presque tous ces hommes. Quant à moi, c'était mon seul passe-temps, les seules aventures qui me rappelassent les équipées de jadis. Et j'avais fini par prendre goût à ces randonnées, à ces longues pêches le long de la rivière ou dans les roseaux de l'étang. Ce matin-là, j'étais donc debout à 5h30, devant la maison, sous un petit hangar adossé au mur qui séparait le jardin anglais des Sablonnières du jardin potager de la ferme. J'étais occupé à démêler mes filets que j'avais jetés en tas le jeudi d'avant. Il ne faisait pas jour tout à fait, c'était le crépuscule d'un beau matin de septembre, et le hangar où je démêlais à la hâte mes engins se trouvait à demi plongé dans la nuit. J'étais là silencieux et affairé lorsque, soudain, j'entendis la grille s'ouvrir, un pas crier sur le gravier. Oh oh, me dis-je, voici mes gens plus tôt que je n'aurais cru, et moi qui ne suis pas prêt. Mais l'homme qui entrait dans la cour m'était inconnu. C'était, autant que je pus distinguer, un grand gaillard barbu habillé comme un chasseur ou un braconnier. Au lieu de venir me trouver là où les autres savaient que j'étais toujours, à l'heure de nos rendez-vous, il gagna directement la porte d'entrée. Bon, pensai-je, c'est quelqu'un de leurs amis qu'ils auront convié sans me le dire, et ils l'auront envoyé en éclaireur. L'homme fit jouer doucement, sans bruit, le loquet de la porte. Mais je l'avais refermé, aussitôt sorti. Il fit de même à l'entrée de la cuisine. Puis, hésitant un instant, il tourna vers moi, éclairé par le demi-jour, sa figure inquiète. Et c'est alors seulement que je reconnus le grand Maulne. Un long moment je restai là, effrayé, désespéré, repris soudain par toute la douleur qu'avait réveillé son retour. Il avait disparu derrière la maison, en avait fait le tour et il revenait, hésitant. Alors, je m'avançai vers lui et, sans rien dire, je l'embrassai en sanglotant. Tout de suite, il comprit. Ah, dit-il d'une voix brève. Elle est morte, n'est-ce pas? Et il resta là, debout, sourd, immobile et terrible. Je le pris par le bras et doucement je l'entraînai vers la maison. Il faisait jour maintenant. Tout de suite, pour que le plus dur fût accompli, je lui fis monter l'escalier qui menait vers la chambre de la morte. Sitôt entré, il tomba à 2 genoux devant le lit et, longtemps, resta la tête enfouie dans ses 2 bras. Il se releva enfin, les yeux égarés, titubant, ne sachant où il était, et, toujours le guidant par le bras, j'ouvris la porte qui faisait communiquer cette chambre avec celle de la petite fille. Elle s'était éveillée toute seule, pendant que sa nourrice était en bas, et délibérément s'était assise dans son berceau. On voyait tout juste sa tête étonnée, tournée vers nous. Voici ta fille, dis-je. Il eut un sursaut et me regarda. Puis il la saisit et l'enleva dans ses bras. Il ne put pas bien la voir d'abord parce qu'il pleurait.
Alors, pour détourner un peu ce grand attendrissement et ce flot de larmes, tout en la tenant très serrée contre lui, assise sur son bras droit, il tourna vers moi sa tête baissée et me dit: Je les ai ramenés, les deux autres. Tu iras les voir dans leur maison. Et en effet, au début de la matinée, lorsque je m'en allais, tout pensif et presque heureux, vers la maison de Franz qu'Yvonne de Galais m'avait jadis montrée déserte, j'aperçus de loin une manière de jeune ménagère en collerette qui balayait le pas de sa porte, objet de curiosité et d'enthousiasme pour plusieurs petits vachers endimanchés qui s'en allaient à la messe. Cependant, la petite fille commençait à s'ennuyer d'être serrée ainsi, et comme Augustin, la tête penchée de côté pour cacher et arrêter ses larmes, continuait à ne pas la regarder, elle lui flanqua une grande tape de sa petite main sur sa bouche barbue et mouillée. Cette fois, le père leva bien haut sa fille, la fit sauter au bout de ses bras et la regarda avec une espèce de rire. Satisfaite, elle battit des mains. Je m'étais légèrement reculé pour mieux les voir. Un peu déçu et pourtant émerveillé, je comprenais que la petite fille avait enfin trouvé là le compagnon qu'elle attendait obscurément. La seule joie que m'eût laissé le grand Maulne, je sentais bien qu'il était revenu pour me l'apprendre. Et déjà je l'imaginais la nuit, enveloppant sa fille dans un manteau et partant avec elle pour de nouvelles aventures. Et c'est la fin de l'épilogue. C'est donc également la fin du roman Le Grand Maulne, écrit par Alain Fournier. Nous passons à l'outro du live, les amis. Eh B, je suis assez étonné par cette fin. Assez étonné par cette fin, et si je suis honnête, même assez ému en fait. Assez ému. Euh, Ça part dans tous les sens quand même, hein. Ça part quand même vachement dans tous les sens. Il se passe beaucoup de choses différentes en très peu de temps. On comprend un peu du coup les révélations, enfin comment dire, le secret. J'ai envie de dire les secrets, même si les chapitres derniers s'appellent le secret. J'ai presque envie de dire les secrets qu'on apprend lors de ces chapitres explique un petit peu la conduite de Maulne durant l'ensemble du bouquin. Euh, le fait, par exemple, qu'il était mal à l'aise quelque part quand il a commencé à vivre son bonheur en fait avec Yvonne de Galais. Le fait qu'il se voyait toujours fautif de quelque chose, coupable de quelque chose, qu'il avait quelque chose à réparer, qu'il avait une dette, une promesse à honorer envers Franz de Galais, etc. Donc oui, on comprend un petit peu comment ça s'est goupillé tout ça, on voit un petit peu les choses qu'il a pu se reprocher, tout ça. Ça aide à comprendre le texte dans son intégralité. Euh, à la fin, j'ai l'impression qu'on est sur un espèce de happy end, entre guillemets, dans le sens où il arrive à ramener Franz de Galais et sa femme, du coup Valentine, qui vont vivre, j'ai l'impression, le parfait amour. Donc ça, c'est plutôt un bon point, on va dire. Mais en même temps, il y a ce truc de doux amer, quoi. Doux amer parce qu'il répare sa faute, si on peut dire. Si on peut dire. Euh, En tout cas, lui, il le voyait telle une faute. Donc lui, il a l'impression d'avoir fait ce qu'il devait faire. Euh, Et pourtant, bah, du coup, il s'en doute très rapidement, sa femme est morte, Yvonne de Galais est morte. Euh, il a quand même le bonheur de découvrir qu'il a une fille. Et là, c'est assez émouvant, je trouve, du narrateur, du côté de François Sorel. Euh, Parce que à la fois, ça lui fait plaisir de voir le bonheur de son ami quelque part. Enfin, comment dire, de voir en tout cas, son ami retrouver sa fille. Et voilà. Donc, à la fois, il a un plaisir, à la fois, il a un peu un sentiment. Encore une fois, on dirait un peu, comment dire, comme avec Valentine et Franz de Galais.
On dirait qu'il y a un peu dans la manière dont c'est écrit, l'idée de les choses rentrent, en ordre, les choses redeviennent ce qu'elles devraient être et ainsi de suite et à la fois, il y a un peu un sentiment, ouais, doux amer, moi je trouve émouvant et arrachant, enfin ouais, déchirant, hem, de, François Sorel, le narrateur qui en fait, comme il le dit, il se fait arracher le seul bonheur qu'il lui avait laissé entre guillemets, c'est-à-dire la petite fille. C'est pas lui qui va s'occuper de la fille et du coup, je trouve qu'il y a quelque chose en plus, il utilise souvent le mot aventure dans la narration, de cette œuvre. Je trouve qu'il y a quelque chose de, très touchant et un peu étrange aussi, dans le fait que on a l'impression, je trouve, tout au long de l'œuvre, que François Sorel est entouré de gens qui vivent des drames et des bonheurs, mais qui vivent des aventures, parce que c'est un mot qui revient souvent. Et lui, pas tellement, quoi. Lui, c'est un peu, il vit des choses par procuration, entre guillemets. Il est un peu entre tous ces acteurs de la vie, enfin voilà. Donc, je sais pas, je trouve qu'il est en retrait. Alors après, c'est sa position de narrateur qui fait que aussi potentiellement, mais on s'appesantit pas du tout sur lui, sa vie privée, etc. À un moment, quand il s'est rapproché de Yvonne de Gallet, je me suis demandé justement s'ils allaient pas entretenir une relation, etc. Après, oui, avec la fille, on aurait pu se dire aussi qu'il allait l'élever, etc. Mais c'est vrai qu'au final, c'est très perturbant, je trouve, la manière dont est écrit ce texte, notamment avec la fin, là. Avec la fin où vraiment, la seule joie que m'eût laissé le grand Maulne, je sentais bien qu'il était revenu pour me la prendre. Et déjà, je l'imaginais la nuit, enveloppant sa fille dans un manteau et partant avec elle pour de nouvelles aventures. Ça fait vraiment genre qu'il y a deux catégories de personnes dans la vie, entre guillemets, en tout cas qui nous sont présentées. Qu'il y a les gens qui agissent, qui vivent, qui sont acteurs de leur vie, et ceux qui sont spectateurs, comme François Sorel, à qui il arrive rien. Alors du coup, il arrive pas de drame, spécifiquement, mais il arrive pas non plus de grand bonheur. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas si c'est moi qui affabule complet, mais j'ai l'impression d'un sentiment comme ça, un peu, moi, avec cette fin. Enfin, avec cette fin qui... comment dire? Avec l'ensemble de l'œuvre à la lumière de cette fin, plutôt. Mais c'est vrai que du coup, je trouve ça assez déchirant et assez triste pour François Sorel, pour le narrateur, quelque part. Mais bon, très intéressant. Et en plus, j'ai beaucoup aimé les derniers chapitres de cette œuvre. J'ai beaucoup aimé la manière dont ils ont été mis en forme. Je trouve que c'est très élégant, très intéressant. Le fait de... alors bon, c'est basique, hein, c'est un truc qu'on voit dans beaucoup d'œuvres, mais le fait d'avoir une révélation en lisant des journaux intimes, etc., qu'on retrouve, c'est un truc qui se fait souvent. Mais là, je trouve que c'était bien fait. Le fait que, premier chapitre du jour, on ait la retranscription exacte de ce qui se dit. Du coup, on a vraiment la voix de Maulne qui parle, et je trouve que dans la narration, c'était très bien réussi de la part d'Alain Fournier. Je trouve qu'on sentait que c'était pas Sorel qui parlait. Je trouve qu'on sentait que c'était pas la même personne, pas la même manière de s'exprimer, pas la même vision aussi sur les choses. Euh, on sentait un peu justement hum, la lourdeur, la lourdeur si je peux dire, la pesanteur de Maulne, la gravité de Maulne. On sentait son ton un peu triste. Donc c'était vachement bien fait, je trouve. Et du coup, chapitre suivant, il y a des bribes, et Maulne reconstitue l'histoire à partir des bribes, et ça donne encore une manière de raconter l'histoire un peu différente de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, je trouve. Donc ouais, je trouve que ça renouvelle bien la forme, ces trois derniers chapitres. Et je trouve que du coup, c'est... comment dire, intéressant à lire, en fait. Ça redonne une énergie au bouquin. Ça redonne une énergie à ces passages. Ça redonne un intérêt
pour la lecture du paroxysme de l'œuvre, de la révélation finale. Je trouve que ça relance l'intérêt, que ça dynamise un peu le récit de changer la manière dont il fonctionne, de changer la manière dont il est écrit. Donc ouais, non, stylistiquement, je trouve ça très réussi aussi ces derniers chapitres. Et j'ai beaucoup aimé. Mmh, franchement, comment dire? Je suis très surpris de cette lecture du Grand Maul. Ça va pas entrer dans mes œuvres favorites, je vais pas vous mytho, parce que c'est juste pas les choses qui m'intéressent le plus du monde. Encore que, les histoires d'amour, ça me plaît, mais là, je trouve que le sujet du bouquin, c'est même pas tant les histoires d'amour quelque part. Enfin bref, il y a toujours ce truc, voilà, ce truc, de la nostalgie qui est un peu central pour moi. Mmh et du justement avec la position du narrateur de François Sorel qui vit pas quelque part, qui vit sa vie, par procuration, je trouve, qui vit des aventures par procuration. Je pense que quelque part, il y a un peu quelque chose de central là-dedans dans l'œuvre. Hem, en vrai, c'est un thème que je trouve vachement intéressant quand même. Enfin bref, globalement, je pense que ça va quand même pas entrer dans mon panthéon d'œuvres, Le Grand Maulne. C'est pas la lecture que j'ai préférée de ma vie. Ceci dit, j'ai beaucoup plus apprécié que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un truc très honnêtement un peu vieillot, un peu basique, un peu simple, un peu, voilà. Et en fait, je trouve que, c'est très réussi dans ce que ça veut faire. C'est très réussi dans ce que ça veut proposer. Hem, ouais, non, franchement, très étonné de cette lecture. Si je disais comme ça à chaud ce que j'en pense, enfin ouais, ça comment je le classerais dans mes tier lists que je faisais à l'époque, sur un classement à chaud, je pense qu'il rentrerait dans la catégorie très bon, ce qui est quand même pas mal. Je vous rappelle que mes catégories à l'époque, c'était génial, très bon, sympa, passable, aïe ouille et sombre bail. Donc ça fait quand même, ça le classe quand même assez haut dans ma tier list. Je pense que je le mettrais très bon. J'allais dire peut-être, bas de tableau de très bon, mais j'ai pas envie de dire non plus qu'il est entre très bon et sympa, il est quand même un peu plus que sympa. Donc ouais, je pense que c'est un milieu bas de très bon. Je pense que c'est à peu près là où je le classerais, là comme ça à chaud. Donc non, franchement, très bonne découverte, je suis grave content d'avoir lu ça avec vous en live. Si vous m'avez regardé en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires et tutti quanti. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux, notamment Facebook, Twitter et Discord, qui sont les 3 endroits prioritaires où je vais annoncer que je pars en live. C'était le dernier live de lecture de l'année, comme je le disais en introduction de live. Je vous rappelle que la semaine prochaine, a priori, il n'y aura pas de live, sauf surprise, puisque je vais plutôt faire de la logistique liée à la chaîne Twitch avec la gestion du stockage des vidéos. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez plein de vidéos disparaître de Twitch. De toute façon, tout est toujours disponible sur YouTube. Et puis, peut-être des réglages techniques aussi. Bref, je verrai ce dont j'ai le temps et pas la flemme. Mais en tout cas, j'aimerais, et on va le faire, on va le faire. Il faut que je fasse tout pour qu'on le fasse. Qu'on se retrouve le 31 décembre avec un live qui commencera, je pense, début de soirée, pour faire un peu la nuit, grosso modo. Et donc repérage des sorties culturelles de 2026 qui m'intéressent. Je peux vous donner une petite projection sur 2026 rapidement. Après ce live du 31, je pense qu'on enchaînera sur du gaming. Ça devrait pas être une session trop longue, enfin une série trop longue. De ce que j'ai vu, il me semble qu'il n'y a pas tant d'heures de jeu que ça. Et les 2 premiers opus avaient été assez courts déjà. Donc on va partir sur le 3e opus de Little Nightmares, dont on a déjà fait les 2 premiers en live. Je croise les doigts de pouvoir le faire en live parce que je ne sais jamais si mon PC va savoir supporter ou non un jeu à l'avance. Donc voilà, je vous annonce qu'on va essayer de faire Little Nightmares début d'année 2026. Si on n'y arrive pas, on passera direct à la suite. Si on y arrive, on fera le let's play complet
avant de passer à la suite. Et la suite, ce sera et là, c'est un peu mystère. Alors j'ai pensé potentiellement, je me suis dit ça là tout à l'heure, donc c'est, une décision pas du tout réfléchie. Est-ce qu'il serait pas le temps, est-ce qu'il serait pas le moment, de, revenir sur des énormes bouquins que je faisais plus parce que justement ils étaient énormes, mais où je me dis: «Ah c'est dommage, on les a laissés de côté alors qu'il y a des choses, cool, dans ces bouquins à découvrir». À savoir, nous avons déjà lu l'Iliade et j'aimerais lire l'Odyssée d'Homère. De la même façon, nous avons déjà lu Don Quichotte tome 1, j'aimerais lire Don Quichotte tome 2 de Cervantes. Euh, donc ouais, tout à l'heure je me suis dit, tiens, est-ce qu'en 2026, on ferait pas la lecture d'une de ces deux œuvres, qui sont des œuvres très mastoc, donc qui nous prendraient un long moment de l'année. C'est pour ça aussi que j'y vais mollo et que j'y vais avec des pincettes sur ce coup-là, je vous promets rien. Si on ne part pas là-dessus, il faut que j'achète des nouveaux bouquins et j'ai une petite liste. Est-ce que je vous en dis un peu plus? Je vous ai déjà teasé un chouïa dans un live précédent. Ce sont des œuvres qu'on pourra picorer, je pense, et qu'on pourra picorer entre d'autres œuvres, puisque ça se découpe en plusieurs parties. Allez, je vous dirai simplement qu'on a déjà fait les contes qu'on a déjà fait les contes de la mère Loi, je crois que ça s'appelle comme ça. Les contes de ma mère Loi, ouais, ça doit être ça. De Charles Perrault. Je vous dirais qu'on a déjà fait les fables de La Fontaine. Pensez, dans ce genre de dynamique, dans ce genre de texte. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon samedi dimanche, et à tout vite pour la fin de l'année. Ah là là, cette année est passée en un claquement de doigts, c'est dingo. Encore merci pour les 500 000 vues sur la chaîne YouTube, et à tout vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.